Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canary Play après une nouvelle déroute entre guillemets des Canaries avec la défaite des Nantais face à Bastia au stade de la Beaujoire. C'était samedi en début de soirée, 2-0. Eh bien, on va revenir sur cette débâcle, on peut le dire, parce que ça cause beaucoup sur Twitter. Avec un premier tweet d'ailleurs signé P2M44. Pourquoi les joueurs mettent fin à la saison dès la trêve hivernale? On va y revenir, bien évidemment, avec nos trois invités du jour, en commençant par un petit nouveau dans la maison Canary Play. C'est Fred App de l'AFP. Salut Fred. Salut. Avec un compte Twitter FHAFP, tout simplement. Bon, très bien. Donc maintenant, tout le monde est au courant. Tout le monde va pouvoir t'envoyer des posts. Avec également Anthony Clément de l'équipe qui fait son grand retour dans l'équipe de Canary Play. Salut Anthony. Salut, je t'ai jamais vraiment parti. Hein. Non, mais là, bon, on sait que Lorient, Rennes, Guingamp, tout ça, ça voyage quand même un peu. Ouais, mais je reste fidèle au Nantais quand même. C'est pas mal. Et puis, Diego Bustos, illustre footballeur nantais, illustre également sur la toile. Qui continue à vivre sur la toile. Voilà, exactement. Merci en tout cas d'être parmi nous. Après, je disais débâcle face à Bastia, bon... C'est quand même pas non plus la fin du monde. Mais Fred, sur ce qu'on a vu comme match, alors on disait que déjà, les précédents face à Nice, c'était pas beau. Samedi, c'était quand même spécial. Hein. Oui, voilà, ce qui est inquiétant, c'est que non seulement la dynamique se confirme, mais elle semble même s'aggraver parce que contre Bastia, il n'y avait quand même rien dans le jeu. C'était d'une pauvreté absolue. Donc après le match de Paris, on pouvait encore se dire que c'était face à une grosse équipe. Bastia était solide, mais pas non plus génial. Donc c'est vraiment une performance inquiétante, oui. Inquiétante. Anthony, tu as vu Lorient-Lyon hier soir? T'as vu Nantes-Bastia samedi, il y a une sacrée différence. Si on voit Lorient jouer, Lorient qui était 17e au coup d'envoi et qu'on voit Nantes, on pense que c'est plutôt Nantes qui est 17e, ça c'est sûr. Après inquiétante, non, parce que pour moi le maintien de Nantes il est pas en danger. Et il faut pas oublier qu'en début de saison l'objectif c'était le maintien. Après elle est inquiétante pour les spectateurs qui veulent voir les matchs jusqu'à la fin de la saison, parce qu'effectivement le spectacle n'est pas du tout au rendez-vous depuis quelques matchs. Après en termes de pérennisation du club en Ligue 1, pour reprendre les termes de Michel Azakarian, il n'y a pas à s'inquiéter. En revanche, on voit bien qu'il y a une vraie fin de cycle qui se dessine et qu'il y a un vrai chantier aussi qui va donc s'esquisser pour l'intersaison. Pour l'intersaison, c'est bien, tu parlais justement de contenu de match, et notamment pour les spectateurs, pour les passionnés du FC Nantes et pour les supporters dont tu fais partie, évidemment. Oui. Tu étais en tribune Loire. J'étais en tribune Loire. Voilà. On va reparler de la fin du match où vous avez chanté tous ensemble à dos à la rencontre de haut terrain. Oui. C'est vrai que dans le contenu, quand vous avez regardé le match là, pendant 90 minutes, pour des supporters, ça doit être terrible, ça. Oui, c'était un peu tristoun. C'était un peu tristoun. Alors, encore heureux, je pense que on va pouvoir s'appuyer là-dessus jusqu'à la fin de la saison. Il y a un stade plein. 20 000 quasiment contre Bastia. C'est sûr. Une tribune Loire pleine. Une tribune Loire pleine. Ouais. Et une belle ambiance. Et c'est vrai que, bon, je ne vais pas dire ça à quelqu'un qui connaît Rennes et Bordeaux de très très près. C'est bien aussi d'avoir un stade qui n'est pas vide et dans lequel il y a de la vie. Donc il y a de l'espoir. Non, le plus dingue, c'est de se dire que cette équipe qui a mis 3 buts à Lyon et qui a enthousiasmé tout le monde fait des matchs comme ceux de samedi soir avec les mêmes joueurs. Ça, c'est assez inexplicable. Alors, les spécialistes vont peut-être me l'expliquer. Mais on va en parler. Valentin Turpot qui nous dit une seule chose à faire, défendre en bloc, attaquer en bloc. Il ne doit pas y avoir 40 mètres entre la défense et l'attaque. Là, on est sur les plates-bandes de Michel Derzakarian. Oui, mais enfin, peut-être qu'il a besoin d'aide parce qu'à la conférence de presse, il avait l'air quand même assez... se poser beaucoup de questions sur Sans solution, voilà. Et puis, bon, la décision qu'il a prise sur la communication du club montre bien qu'on essaie de tirer toutes les ficelles pour faire réagir le groupe. Bon, en tout cas, on va regarder ce qui ressemble à une purge, on peut le dire. Les quelques images de ce match Nantes-Bastia, on va les revivre ensemble avec quasiment la seule occasion nantaise en début de match, avec cette frappe d'Issa Sissoko après cette tête de Bedoya de la défense corse. Voilà, ça a été en tout et pour tout la grosse occasion du FC Nantes. J'espère que vous êtes d'accord avec moi sur ce résumé. Puis alors là, la percée de Palmieri, le petit pont de Camano, et puis Giovannicio, l'ancien Nantais, formé à la Genelière, qui ouvre le score. Puis alors après, Floyd Haïté tout seul, pas attaqué, qui frappe, et faute de main derrière de Rémi Rioux pour combler la partie 2-0 pour Bastia. Franchement, quand j'ai revu quasiment le match en entier, je me suis infligé ça. Oui, franchement, c'est assez hallucinant de voir une équipe aussi apathique finalement. Il vient d'où le problème maintenant? Il vient d'où? Parce qu'on a posé la question, et on l'écoutera, Michel Derzakarian, mais il vient d'où le problème selon toi, Fred? Même si l'entraîneur dit le contraire, il y a forcément un problème physique, c'est pas possible autrement. Parce que je veux dire, on voit bien que dans les déplacements, c'est laborieux, qu'il y a des problèmes de coordination dans les déplacements du groupe.
Mais bon, c'est un phénomène qu'on a déjà observé l'année dernière aussi. Donc, En janvier-février, à la même époque. exactement. Donc, ils ont un creux à ce moment. C'est sans doute, entre guillemets, prévu comme ça, parce qu'ils favorisent d'autres périodes dans la saison. Mais il faut espérer que, comme l'année dernière, ça redémarre bientôt. C'est ce qu'on va leur souhaiter, évidemment. Anso 88, avant d'avoir Antoine, justement, sur ce point-là. Où sont passés hargne et combativité de nos Nantais, compensant partiellement ou cachant leur manque de justesse technique? Elle est passée où, cette hargne? J'en profite pour souhaiter bon anniversaire à la maman d'Anso. Ah oui, qui est de la famille, non? Qui est ma tante. D'accord. Que je salue. En même temps, c'est une histoire de famille, Canaries. C'est comme ça, hein, tu sais. Non mais en fait, moi ce qui m'a beaucoup marqué, c'était de voir 2 fois Gakpé titulaire dans ce match. Je me suis posé la question et puis j'ai réalisé que finalement, il y a un coup de pompe physique et surtout, il n'y a pas de plan B, quoi. Parce que lancer les jeunes du centre en ce moment, c'est les mettre au carton dans une équipe qui ne tourne pas, c'est les flinguer. Donc je pense aussi qu'on est désarmé parce qu'il n'y a pas de solution. Il va falloir faire avec ce qu'on a là et tirer sur toutes les ficelles du complot. Les journalistes nous en veulent, on coupe la communication. Enfin, je ne sais pas, mais il va falloir trouver un ressort psychologique. Hein. Pour moi, c'est psychologique. Bon, on a juste des petits soucis dans le codage, me dit-on en régie. Anthony Clément, lui, va nous décoder justement les problèmes actuels du FC Nantes. On parle de problèmes physiques, on parle de hargne, de combativité en moins. C'est quoi pour toi? Pour moi, c'est aussi un problème qui est lié à la situation du club général. Pour moi, c'est une fin de cycle. Il y a des joueurs sur qui on a compté depuis 3 ans. Il y avait une interdiction de recrutement, donc on s'appuyait sur la même ossature. Ces joueurs-là savent que l'été prochain, ça va beaucoup changer. Il y a ceux qui sont en fin de contrat, il y a ceux qui veulent partir, il y a ceux qui négocient, mais ça se passe pas très bien. Si on prend, moi, je serais incapable de dire qu'il y a un joueur du FC Nantes qui est sûr d'être là en septembre. Bedoya, Vertou, je suis pas sûr. Oh, Vertou. S'il y a une offre avec de l'argent pour Vertou, il sera pas là. Enfin, moi, je parie pas moi, dessus. je serais incapable de dire à 2 ou 3 exceptions près qui sera là l'année prochaine. Et ça pèse forcément. Et il y a une vraie impression de lassitude aussi pour les joueurs, ce qui est naturel parce que ça fait très longtemps qu'ils sont là et que les négociations en dehors du terrain se passe pas très bien pour beaucoup. Après, le physique, Fred a forcément un peu raison, parce qu'on voit que les scénarios se répètent. Donc Nantes construit ses saisons sur une grosse phase aller. C'est plutôt bien vu, parce qu'il vaut mieux ne pas avoir peur au retour, quitte à faire une bonne phase. Mais il faut l'assumer, à la limite. Oui, après c'est normal aussi que... Mais je pense pas que ce soit le problème central, le physique. À Paris, ils sont pas beaucoup fatigués. Hein. Ils ont refusé le jeu. Enfin, je pense pas moi, je vois pas une équipe épuisée. Je vois plus une équipe qui a perdu ses qualités collectives, où chacun pense un peu plus à soi, où chacun refuse de faire les efforts qu'il faisait pas avant. La force du FC Nantes en début de saison, c'est que tout le monde s'arrachait pour l'autre. On l'a toujours dit, et même l'année dernière, ça on le voit moins. On voit moins un état d'esprit collectif, parce que chacun a de bonnes raisons de penser d'abord à lui. Quand vous êtes en fin de contrat l'année prochaine... Oui, on va revenir justement là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment débat sur l'avenir à moyen et long terme pour le FC Nantes. On va revenir juste... Alors, je sais pas, on peut pas dire que c'est un fait de match, l'expulsion de Fernando Aristeguieta, tant les Canaries étaient absents. Voilà. On va regarder quand même ce qui s'est passé, parce qu'on peut pas passer sous silence un peu la faute... Pardon ? Ça complique encore. Ça complique encore plus. Regardez, le moment où Fernando Aristeguieta, qui était rentré d'ailleurs il y a quelques minutes au préalable, là voilà, il va prendre un carton rouge pour ce tacle que vous allez voir sur Schillaci, qui en rajoute non pas des tonnes, non pas des caisses, mais encore davantage. Voilà. Il touche. Il est resté aussi longtemps sur le terrain qu'Arrête a fait finalement. Oui, ou dans le centre d'entraînement. Non, mais on parlait tout à l'heure de complot. Je pense que s'il y en a un qui peut s'estimer victime d'un complot, c'est Aristeguieta. Le port est signé, Arrête a fait, on l'empêche de jouer. Là, il arrive, il rentre. Enfin, il peut montrer. Au bout de 4 minutes, il est expulsé injustement. Je pense que s'il y en a un qui peut s'estimer lésé et quelqu'un lui en veut, c'est lui. Et en plus, il est classe. Hein. Il sort en courant, sans dire un mot. Alors que je pense qu'il en a gros sur la patate quand même. Bon, il n'avait pas montré grand-chose au FC Nantes, si ce n'est en Ligue 2, où il avait vraiment marqué, mais ça pouvait être peut-être une solution dans cette période où le FC Nantes n'est pas bien offensivement, Antoine. Il a une cote auprès des supporters. C'est étonnant, c'est pas forcément... c'est pas relié dans l'entourage du club et au niveau des médias non plus. En fait, c'est étonnant, mais en Tribune Loire, il a beaucoup de... Je sais pas, son entrée fait toujours plaisir, les gens sont toujours contents de le voir, alors que bon, techniquement, c'est pourtant pas ça, mais je sais pas, certains y voient le Messi. C'est un joueur attachant quand même. C'est un joueur qui a toujours été irréprochable dans l'état d'esprit, même s'il jouait pas.
Après, Mais c'est embêtant de se dire que sa première qualité, c'est qu'il soit attachant. Quoi. Oui, c'est ça. On préférait Pour un qu'il soit footballeur. efficace ou rapide. Exactement, mais bon, on peut s'attacher à ce joueur, c'est ça que je veux dire. Il y a des joueurs qui sont nuls et pas sympathiques. C'est déjà une qualité. Ah, ils ont un point en commun, c'est le côté barbe, et je pense que c'est pour ça qu'ils le défendent un petit Ouais, peu. c'est ça. Lucado qui nous sort un petit tweet il y a 2 heures. Très déçu du résultat et de ma performance, je n'ai pas salué le public. Toutes mes excuses et merci à tous pour votre soutien. On essaye déjà de récupérer un petit peu ce qui est récupérable auprès des supporters parce que c'est vrai que le comportement, on en reparlera, a été un peu compliqué à la fin du match au niveau de la Tribune Loire. Mais disons, en fait, c'est marrant parce qu'à la fin, la Tribune Loire a fait passer le message suivant. Je sais pas, je suis pas porte-parole de la Tribune Loire, mais l'impression c'était, nous, on continue à faire notre boulot dans notre coin, c'est-à-dire faire vivre la tribune. Donc vous avez continué à chanter en fin de match, mais en tournant le dos. Mais de dos, ouais, voilà. Mais je vous dis, je m'adresse pas en tant que porte-parole de la Brigade Loire de quoi que ce soit. Mais le message, c'était ça. C'était nous, notre boulot, c'est de faire vivre le stade. On le fait. Vu que vous, sur le terrain, vous faites pas le vôtre. C'était un petit peu ça. Peut-être que je caricature, mais c'était un petit peu la façon dont ça a été présenté, quoi. Le coup du mépris, c'est quelque chose qu'on voit dans d'autres sports. Hein. Ça se voit au basket, ça se voit dans d'autres tribunes. Donc c'est un classique, si j'ose dire, du supporterisme. Maintenant, pour le rapport aux joueurs et à la fin de match notamment, les joueurs n'étaient pas fiers non plus. C'est quand même compliqué d'aller devant ses fans alors qu'on a peut-être un petit peu honte de ce qu'on a montré. Anthony ? Oui, c'est sûr. Après, finalement, ce qu'a fait la Tribune Loire en fin de match, c'est plutôt positif. Plutôt que siffler les joueurs, ce qui peut vraiment les perturber. Là, au moins, ils n'ont pas vu de différence notable. Chacun s'est amusé dans son coin. Et ça n'avait pas d'incidence négative sur le terrain. Puis Dodo, il ne perdait pas grand-chose non plus. Exactement. Donc voilà, tout le monde était content. Les joueurs n'ont pas été lésés par ce comportement-là. Exactement. On écoute l'entraîneur Michel Derzakarian qui était justement en conférence de presse après ce match, mais également Vincent Bessa et Rémi Rioux. Vincent Bessa qui essaie de livrer un petit peu les pistes pour essayer de redresser la pente. On les écoute. Ce soir, on a été nuls. On a été incapable de faire 3 passes de suite, tout le match. Tout le monde était mauvais, moi y compris. Voilà. Il faut que tout le monde se mette dans le droit chemin. On travaille ensemble. Notre force a toujours été d'être ensemble. Aujourd'hui, si on se désunit, on va dans très très dur. Retrouver nos bases, notre solidité défensive, notre bloc compact, quand on attaquait, on allait tous ensemble, quand on défendait tous ensemble. Là, on est éparpillés, on ne joue pas les uns pour les autres, on n'est pas ensemble, et voilà, donc ça ne va pas. Et on le voit. Comme on a déjà dit, on n'a pas d'Ibrahimovic dans notre équipe, on n'a pas de star, donc voilà, c'est le collectif qui prime et pour l'instant, il nous fait défaut, donc il faut vite retrouver ça. On a encore un peu d'avance, mais il faut vite se remobiliser. On a fait une grosse première partie de saison, est-ce qu'on s'est un peu reposé dessus aussi? Je sais pas, j'ai pas des réponses, mais voilà, ça serait bien de repartir avec une victoire parce que c'est ce qui nous manque en 2015, je pense, pour pouvoir décoller. Décoller enfin après ce mois de janvier et février qui est vraiment très très compliqué du côté du FC Nantes. Simon Janvier sur Twitter qui nous dit les analyses de match de Michel Derzakarian sont toujours aussi affligeantes. Alors c'est vrai qu'il ne nous donne pas les clés visiblement. Il dit qu'ils ont été nuls mais c'est... Peut-être qu'il ne nous les donne pas parce qu'il ne les a pas. On ne peut pas non plus l'empêcher de... Ce qui est problématique pour un entraîneur parce que justement... Non, après son analyse elle est juste. Ils ont été nuls effectivement. Ah ben oui, mais ça... C'était bien vu. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être entraîneur de Ligue 1 pour... Je pense qu'il a dû leur dire à eux. Parce que tous les joueurs ont répété ce mot. Ils ont dit on a été nuls. Donc je pense que pour que tout le monde le répète, c'est qu'il a dû leur dire aussi dans le vestiaire. Donc il a le mérite de dire la même chose en dehors qu'en interne. Après, c'est un match difficile à analyser parce qu'il n'y a pas grand-chose à analyser. Justement, c'était le vide. Donc c'est vrai qu'on a déjà parlé. On peut se perdre en hypothèse. Mais c'est surtout qu'il y a un état d'esprit collectif qui est défaillant. Ça, il l'a pointé. Quand on a dit ça, je pense qu'on a dit l'essentiel. Hein. Puis bon, il faut voir que Bastia n'a pas été bon. Je veux dire, Bastia a 2 tirs cadrés. Oui, mais ils ont 2 tirs cadrés, ils marquent 2 buts. C'est un match qui aurait très bien pu se terminer à 0-0. Ça aurait presque été pire. Mais je veux dire, objectivement, c'est pas non plus comme si les adversaires avaient été bien meilleurs. Donc c'est un match mauvais dans son ensemble. Ce qui est effectivement affligeant, c'est notamment le premier but, comme ils se font transpercer sur 3 passes. Et là, effectivement, c'est un problème de solidité défensive aussi. C'est pas possible que la balle arrive. Défensif. C'est qu'il y a des joueurs offensifs, ils font pas la course pour gêner Palmieri. Après, il y a la faille d'un défenseur. C'est ce que disait. Ils sont 4 autour de Palmieri quand même. Et avec une passe, il élimine 4 joueurs. Mais c'est ce que disait Derzakarian. Il dit on fait plus les efforts ensemble, collectivement, on n'arrive plus à bien défendre en bloc. Ce qui est problématique aussi,
c'est qu'on voit que Bastia, même si Bastia n'a pas été extraordinaire, Bastia a des joueurs de percussion, des joueurs comme Camano, comme Giovannicio qui prend la profondeur. C'est quand même un petit peu plus Nantes intéressant. a eu des joueurs de percussion à une époque. Georges Kevin Nkoudou, à un moment donné de la saison, c'était un joueur de percussion. Il y a des joueurs qui. Vincent Messin contre Lyon, ça a été un joueur de percussion. On peut pas dire que les joueurs. Que c'est un problème d'effectif, parce que cet effectif-là, il convenait à la phase aller. Donc c'est plutôt un problème d'état d'esprit. Et que ces joueurs-là qui convenaient pendant la phase aller, pendant la phase retour, sont confrontés à des questions qui les perturbent. Et Serge Gakpé, il joue pas avec le même état d'esprit cette saison, parce qu'il est en fin de contrat, que l'année dernière. Ouais, mais alors justement, sur la toile, tout le monde nous dit pourquoi faire jouer Serge Gakpé plutôt que des joueurs, et c'est FSN Active qui nous le dit, quitte à perdre des matchs, pourquoi pas faire jouer Nian, Rongier, Iloki, où sont nos jeunes, à part GK? Pourquoi faire jouer Serge Gakpé qui part à la fin de la saison? Fred? Peut-être comme disait Antoine, parce que déjà ce serait compliqué de les faire démarrer dans ce contexte-là. Et qu'il y a un moment, on a aussi besoin de cadres et que les cadres doivent montrer l'exemple. Et même si c'est des joueurs qui sont sur le départ, c'est des joueurs qui ont une légitimité par leur ancienneté dans le club et qui doivent être des moteurs de performance. Et c'est des joueurs professionnels. C'est-à-dire qu'ils ils seront salariés du club, même s'ils partent, ils sont salariés jusqu'au mois de juin. Moi, Serge Gakpé, je dois avouer que je n'ai jamais été footballeur professionnel, donc je ne peux pas juger de sa performance, mais de son engagement et de son implication. Il y a un moment, être professionnel, ce n'est pas uniquement arriver à l'heure à l'entraînement. C'est aussi faire un minimum sur le terrain. Et je trouve que Serge Gakpé, là-dessus, il a baissé le rideau, quoi. Surtout si on se plaint après de ne pas jouer et quand on joue, ce que disait Michel Derzakarian aussi, d'ailleurs. Donc il visait... Non, je ne pense pas qu'il visait Serge Gakpé dans ce cas-là. Je n'ai pas dit qu'il visait Serge Gakpé, mais il y a un problème de gestion. Qui visait-il ? Il y a un problème de gestion pour Serge Gakpé. C'est complètement illogique de l'écarter pour Nice et de le mettre titulaire au Parc. Si vous voulez sanctionner un joueur, vous le faites jouer à Nice et vous ne le faites pas jouer au Parc. Si vous faites un sondage dans l'effectif du FC Nantes, s'il y a un match qu'ils veulent jouer parmi ces deux-là, c'est celui au Parc. C'est limite une récompense. Donc la gestion de Serge Gakpé, elle est complètement Ou il le met face à ses responsabilités. Il lui dit tu veux jouer, t'estimes que t'es bon, vas-y, t'as un gros match, montre-nous. Ouais, mais il a pas été bon au Parc, il est quand même titulaire samedi. Donc moi, il n'y a aucune logique. Il lui donne une deuxième chance et puis en conférence de presse, il lui dit maintenant la prochaine fois, mon coco, t'arrêtes de parler puisque quand t'es sur le terrain, tu fais pas grand-chose. Mais je pense pas Serge Gakpé, c'est jamais plein. Je pense que Serge Gakpé, lui, il a son contrat en fin de saison. Oui, il a signé son contrat au Genoa. Qu'on le sanctionne ou pas, je pense pas que c'est pas lui le problème. Je pense qu'il y a peut-être Yacine Bamou qui s'était plaint quand il était sorti à Nice, qui était énervé, qui n'avait pas joué au Parc. J'imagine que ça n'a pas dû lui faire plaisir. Peut-être qu'il était plus... après, on va pas parler à la place de Michel Derzakarian, mais il y a tous les joueurs. Mais je pense pas que ce soit en tout cas Serge Gakpé qui était le seul visé, en tout cas visé. On va regarder le classement parce que c'est vrai que le FC Nantes, avec 3 points pris possibles sur 18, ça glisse un petit peu au classement. Inévitablement, on va regarder ce classement de Ligue 1 avec des Nantais qui sont désormais 10e, doublé notamment par un Guingamp en forme européenne. On espère pour les joueurs de Jocelyn Gourvenec que ça va continuer cette semaine. Vous serez d'ailleurs, tu seras au stade du Rodourou je suis au repérage parce que Guingamp vient après à la Beaujoire. Le 1er mars, l'adversaire idéal à 14h, juste après le gigot flageolet. Donc il va falloir être en très grande forme. Diego Naonet 44 qui nous dit pourquoi MDZ, Michel Derzakarian fait tout le temps jouer les mêmes, ils sont cramés, il y a des jeunes common coach. Alors maintenant, si on fait le bilan de ce janvier-février, est-ce qu'il faut faire jouer les jeunes jusqu'à la fin de saison pour préparer la saison prochaine ou est-ce qu'il faut toujours faire jouer les cadres ? Mais c'est toujours la même histoire. Les jeunes, ils sont peut-être très très bons, mais il faudrait qu'ils soient encadrés par 8 ou 9 tauliers. C'est une équipe qui a été capable d'en mettre 3 à Lyon, de faire un match référence il n'y a pas 6 mois, il y a 1 mois. Moi, je pense qu'il faut quand même insister avec les mêmes, essayer de gagner encore 2-3 matchs, quitte à se servir des derniers matchs où on serait un peu plus en roue libre. Mais là, pour l'instant, c'est pas un cadeau que de leur faire, de les faire jouer maintenant. Et quel jeune Parce que aussi, tout le monde parle du recours aux jeunes parce qu'il y a une tradition ici. Ça peut être Iloki. On a donné des noms, mais les Nian, les Iloki, les Rongier. Rongier était blessé. Nian, il a joué à Nice. Il a joué 20 minutes. Il faut voir aussi, il faut pas mythifier l'apport des jeunes. Enfin, c'est pas eux qui vont changer c'est pas eux qui vont changer la donne. Et même sur les derniers matchs qui peuvent être en roue libre, l'année dernière c'était le cas. Et Derzakarian n'avait pas fait jouer les jeunes parce qu'il y a toujours des enjeux. On va vous dire qu'on joue la 11e place parce qu'il y a des droits télé. L'excuse pour faire du match sans enjeu pour faire jouer des jeunes, elle n'existe pas parce que les dirigeants vont toujours dire qu'il y a un enjeu financier. Donc s'ils jouent maintenant ou ils jouent pas. Et puis quels sont les jeunes ? On voit à la dure. Il joue à la place de Vigneault. Moi, je trouve pas ça mieux que Vigneault. Donc, il faut voir vraiment si les jeunes sont supérieurs à ceux qui jouent. On est d'accord. Tu parlais tout à l'heure, Anthony, de fin de cycle. Eh ben, t'es pas le seul. Sur la toile sur Twitter, Willy Ragondin, on assiste à la fin d'un cycle au FCN. Un grand renouvellement de l'effectif est à prévoir à l'intersaison. Avec ou sans Michel Derzakarian ? C'est la question qui a été posée à Franck Kita il y a quelques jours.
ça l'a énervé d'ailleurs. Ça l'a beaucoup énervé quand on lui pose cette question. Est-ce qu'elle n'est pas légitime, Fred, cette question? Est-ce qu'on parle d'une fin de cycle au niveau des joueurs? Est-ce que Michel Derzakarian n'a pas fait le tour aussi de la question alors, au club, certainement pas, mais avec cet effectif en tout cas. C'est toujours des questions délicates. C'est toujours facile de dire il faut changer ci, il faut changer ça. Ça dépend de l'ambition aussi que l'Équita vont vouloir donner au club pour les années à venir. Est-ce que objectivement, Michel Derzakarian peut faire mieux avec cet effectif-là? On est tous d'accord pour dire. On peut en douter. Voilà, que non. Pour être poli. Mais voilà, ça dépend des joueurs qui vont faire venir. Ça dépend d'où ils voient le club dans les 2, 3, 4 ans à venir. À mon avis, ce sera justement l'un des messages forts sur l'avenir du club. C'est de savoir qu'est-ce qui va devenir de Michel Derzakarian. Moi, sauf détérioration des relations entre Derzakarian et l'Équita, ce qui est toujours possible, parce qu'il y a quand même des antécédents. Oui. Moi, je l'imagine pas ne pas commencer la saison prochaine parce qu'il a un statut ici. Il a rempli les objectifs. Si Nantes est en Ligue 1 l'année prochaine, il a rempli les objectifs. Je l'imagine pas ne pas débuter la saison. Après, Valdemar Kita n'arrête pas de répéter qu'il veut franchir un cap. Justement, est-ce que Michel Derzakarian, franchir un cap avec des joueurs, c'est avant tout ça. Techniquement, est capable de franchir ce cap et d'amener le FC Nantes dans les 5 premières places de la Ligue 1? Ça dépendra des joueurs avant tout. À un moment donné, il y a le gros chantier, c'est le recrutement. Il n'y aura pas Ibrahimovic. Non, vous n'avez pas besoin d'avoir Messi, Ibrahimovic pour terminer dans les 5 premiers de la Ligue 1. C'est déjà compliqué pour le PSG d'être dans les 3. Terminant les 5 premiers, ça sera un peu l'Everest. Donc même en l'attaquant par la face nord, je ne suis pas compliqué, je ne suis pas convaincu qu'on y arriverait. Donc, mais Michel Derzakarian, à long terme sur le club? En tout cas, ce qu'il faut, c'est pas changer tous les ans. Je veux dire, nos amis rennais sont encore en train de nous donner un superbe exemple. S'ils se séparent de Montagnier, il faut de la continuité dans le travail, de la sérénité, de la continuité dans le travail. Donc, si on a choisi de continuer avec Derzakarian, il faut même le prolonger. Je veux dire, il faut de la continuité, il faut qu'il y ait du sens à la politique du club. Si on change tous les ans, ça va alimenter en plus la réputation de Valdemar, quitte à de tout changer dès que ça va pas. Enfin, il faut de la continuité, surtout de la continuité dans ce qu'on fait. Ça dépend aussi beaucoup de comment se finit la saison. Si Nantes se maintient à 40 points, la question du maintien de Derzakarian ne se posera pas de la même façon que si Nantes se maintient avec 48 ou 50. Dans tous les cas, la saison prochaine, il sera plus sous pression parce que les objectifs seront plus élevés. Et qu'il y aura du recrutement, bon ou mauvais, mais il y aura du recrutement. Ça, c'est une là, t'anticipes un peu, là, garantie. Et donc ça, c'est sûr que la saison, elle sera délicate pour lui parce qu'il sera sous pression, parce qu'il sera en fin de contrat en 2016. Donc là, ça sera plus facile de le virer aussi en cours de saison prochaine. C'est pour ça que moi, je pense qu'il débutera la saison avec peut-être une pression largement supérieure à celle qu'il a déjà eu par le passé. Mais comme tous les entraîneurs, après voilà, mais peut-être quand même un peu plus. Quand même un petit peu plus. Fanaticos 44, seule satisfaction de ce match, et depuis pas mal de temps d'ailleurs, la Tribune Loire, un public qui pousse son équipe malgré un piètre spectacle. Chapeau. Alors effectivement, on va continuer de dire chapeau, parce que nous, quand on était dans les tribunes de presse samedi soir, c'est vrai que le seul spectacle qu'on a eu, c'est de voir cette Tribune Loire encore en feu. On a trouvé qu'il y avait un petit peu moins de monde que d'habitude. Elle n'était pas totalement complète, même s'il y a eu du bruit, hein, mais elle n'était pas totalement complète. Ça veut dire que ça gronde quand même un petit peu en Tribune Loire, là ? Non, c'est pas que ça gronde, c'est juste que c'est vrai que comment dire, le soutien inconditionnel des supporters, c'est une chose. Après, ça a continué à chanter à 0-2, ça continue à chanter. Donc les gens ne sont pas ingrats, mais après, il faut comprendre aussi que il ne faut pas les prendre pour des gogos, quoi. Ouais. Les gens, ils ont fait 800 km pour aller à Paris et revenir. Ça fait 800 km pour voir le match qu'ils ont vu. On leur demande de revenir le samedi soir au stade. Ils revoient ça. Bon, c'est humain qu'au bout d'un moment, il y a une frustration qui s'installe. Et c'est pas l'amour du club qui baisse. C'est juste... C'est logique, je trouve. Ça ne gronde pas, mais il y a un peu de frustration. Alors, ce qui gronde, en revanche, sur la toile, c'est Ibanero qui nous en parle. Les tarifs exorbitants de Nantes-Guingamp le 1er mars. On en parle. Foutage de gueule, il nous dit. C'est pas que Nantes-Guingamp le problème. C'est quand même un stade qui a jamais été à guichet fermé cette saison. Il y avait une banderole de la Brigade de l'Or qui le rappelait. C'est pas normal avec l'enthousiasme et la ferveur qui règne à Nantes de voir que ce stade n'est même pas à guichet fermé pour des gros matchs ou des derbies. Et il y avait des places à plus de 30 € pour Bastia. Il y a quand même des gens qui ont payé 37 € la place pour voir Nantes-Bastia. Et qui paieront 40 pour voir Nantes-Guingamp, visiblement. C'est beaucoup quand même. Ou pas d'ailleurs, ou pas, parce que c'est vrai qu'on le disait, 14h, bon, il y aura peut-être un petit peu... Au regard de la qualité du spectacle, ça fait quand même assez cher. Bon, on fait un bref tour de table sur cette fin de saison. Le FC Nantes, comme l'an passé, va repartir vers le mois de mars ? Je lui souhaite. Prends la boule de cristal, Fred.
Ouais, non, mais moi, je suis un peu plus inquiet qu'Anthony là-dessus. Je pense qu'effectivement, il y a des ressorts qui sont cassés. Il y a des joueurs qui ne trouveront pas forcément la motivation en fin de saison pour se relancer parce qu'ils ont déjà la tête ailleurs. Donc, moi, je mettrais quand même un petit panneau danger, quoi. C'est pas une peur. C'est pas la énorme. grosse sonnette d'alarme. C'est pas la grosse sonnette d'alarme, mais bon, attention, quoi. Attention. Moi, Antoine. ça va pas être fameux. Moi, je m'attends à 13 Jusqu'au matchs, bout. 13 matchs pas fameux. Des belles ambiances, il va y avoir des belles ambiances pour les venus des gros. Ça va être un match nul par-ci par-là, une victoire arrachée, on reçoit Evian. Bon, ça va être à l'arrache, ça va pas être bien joli, mais ça va passer. Faut pas oublier que derrière, pour que les autres nous rattrapent, il faut qu'ils gagnent plus de points que nous, qu'ils soient pas même parfois sur des rythmes d'équipe qui jouent l'Europe sur la fin de journée. Ouais, enfin bon, Caen, c'est ce qui s'est passé pour Caen notamment. Oui, mais j'ai l'impression que Rennes a décidé de perdre quand on perd. Enfin, match nul contre match nul, ils ont visiblement envie de nous laisser à la politesse. Donc, En blague à part, je crois qu'il y a déjà 2 places prises en Ligue 2 quasiment, mais c'est Lens. Après, on va être 8-9 équipes. Non, mais moi, Quand même. je pense que Nantes ne va pas descendre, Il est et que Nantes ne va optimiste, pas se relancer. Oui. Ouais, Ah, Nantes ne va pas se relancer. Nantes ne va pas se relancer, mais Donc Nantes il ne est va pas pas optimiste descendre. du tout. Mais voilà, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, l'année dernière, il s'était relancé parce que les joueurs qui étaient là en mars savaient qu'ils seraient là en septembre, parce qu'il y avait une interruption de recrutement. Et l'interruption de recrutement, ça veut dire aussi que vous ne pouvez pas trop partir, parce que le club ne pouvait pas se déshabiller. Là, ça peut vraiment être porte ouverte en fin de saison. Ça peut partir en vrille. Donc ce ressort-là, il ne jouera pas. Donc, mais la chance de Nantes, c'est de pouvoir se maintenir en étant vraiment pas bon jusqu'en mai. Bon, avant de clore cette émission, deux remarques, on s'en fout pas, on s'en tape pas. Le FC Nantes, cette année, c'est 72 tirs et un but en 2015-2016, en janvier et février. On s'en tape? Ah non. Ah non, Ah bah non. non, on s'en tape pas, c'est surtout une statistique incroyable, je crois que Ça c'est... fait beaucoup de tirs pour une équipe qui ne sait pas attaquer. C'est quand même. exactement C'est ce que je déjà me disais. C'est quand même, c'est quand Tu même me pas dis. si mal que ça, parce Ouais, que ouais, déjà c'est- quand on tire, ça veut dire qu'on n'est pas trop loin du but, donc c'est pas si inquiétant que ça. Bon, enfin, cela dit, les 2 frappes, par exemple, contre Bastia, on a vu Sissoko, puis on a vu également frappe de Denkoudou. C'était très, très peu. On s'en tape pas. Scherter, qui a marqué autant de buts avec son nouveau club du Maccabi Haïfa que le FC Nantes depuis début janvier. Ouais, enfin, s'il vient jouer à l'Urban Soccer avec nous, il va marquer plein de buts aussi. Tout dépend aussi de l'opposition. Enfin, je veux dire, ça, c'est évidemment, c'est le dernier qui parle à raison sur ce genre de stats. Donc ça, on s'en tape complètement. À mon sens. J'espère qu'il n'y a personne du championnat israélien qui nous regarde, parce qu'il va y avoir Je des les excès salue. quand même. Je les salue. Et oui, évidemment, les saluer. On vous remercie, messieurs, d'avoir participé à ce Canary Play. Merci à Fred pour cette plaisir. première. Les portes sont ouvertes, tu peux revenir quand tu veux. Merci à Diego Bustos également d'être revenu Merci, Anthony. eh bien, sur ce plateau de Canary Play. Anthony Clément, va manger parce que je pense que tu vas pas tenir autrement de l'après-midi. Je me suis nourri vraiment de tous ces débats Ah oui, passionnants. oui, c'est ça. Sur c'est ce ça. plateau, vraiment, là je suis bien. Bon, très bien. Merci beaucoup, messieurs. Bonne semaine à tous. Bon match à Guingamp pour la Coupe d'Europe. Le FC Nantes, prochain rendez-vous. C'est pas très très simple. C'est à Lyon, dimanche. Match à 17h. On va voir si Vincent Bessard réussit un autre triplé. On peut toujours espérer. Ça serait fantastique. Et puis on se retrouve, nous, lundi prochain pour un nouveau numéro de Canary Play. Je le répète, on a des petits soucis d'encodage. Donc n'hésitez pas à revoir cette émission en VOD. Elle sera prête d'ici quelques minutes. Et puis on se retrouve lundi prochain donc, pour un nouveau numéro de Canary Play. Bonne semaine à toutes et à tous. Et allez, le FC Nantes quand même. Bye bye.